Bien. On va commencer tout doucement. Au cas où il y a des retardataires, je vais faire une petite introduction. Alors tout d'abord, bien sûr, remercier Maurice Contant pour sa présentation, fidèle à son habitude comme chaque année, et permet un petit peu ici, voilà, de chaque fois tenter de faire évoluer un peu les concepts et les pratiques. Alors, il va nous parler de dépendance psychique, traumatisme, affect, jeu et réalité. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Tu vas articuler les choses. Alors, ça va sans doute un peu comme une sorte d'extension reprendre ce que j'avais proposé l'an dernier en fin de séminaire sur le traumatisme. Je ne sais pas si certains s'en souviennent, j'avais parlé de cette histoire d'attentat. Et donc j'avais développé à l'époque l'idée du traumatisme en privilégiant deux conceptions. La conception psychanalytique et la conception concernant la psychosomatique relationnelle. Autant la psychosomatique relationnelle cherche à englober la psychanalyse, autant ça peut paraître difficile par rapport à cette question de traumatisme, et surtout quand il va s'agir de l'affect, parce que là, il y a deux orientations assez différentes, c'est-à-dire autant dans la psychanalyse, l'affect est considéré comme une quantité d'énergie, c'est-à-dire c'est une sorte d'énergétique, autant dans la psychosomatique relationnelle, l'affect est considéré du point de vue de la projection et du point de vue du lien ou de la relation qu'il mène avec l'objet de l'affect. Dans la vision sami-alienne, il ne peut pas y avoir d'affect sans objet, il ne peut pas y avoir d'objet sans affect, et ce qu'il est très important de repérer, c'est plutôt l'objet. Alors si on reprend Freud et la tradition par rapport au traumatisme, Freud nous propose de considérer le traumatisme comme l'événement qui vient revivifier, réactualiser un ancien traumatisme. Et que toute la réaction au traumatisme va dépendre justement de la façon dont ces traumatismes anciens ont pu être plus ou moins gérés au cours de la névrose infantile, c'est-à-dire au cours de la mise en place de l'identité sexuelle chez l'enfant, qu'il appelle la névrose infantile. Et il considère que dans cette névrose, il y a parfois des événements qui peuvent avoir des formes traumatiques ou même des fantasmes, du point de vue du fantasme comme du point de vue de la réalité. Ça va dépendre de la façon dont on a négocié cette névrose infantile et de ce qui va permettre effectivement de pouvoir, en se référant à ce passé, tenter de reconnaître à travers le traumatisme actuel quelque chose d'ancien, à travers un événement extérieur, mais cet événement extérieur va rappeler ce traumatisme infantile. Et donc c'est là où le traumatisme a sa réalité chez Freud, c'est quand il réveille cet ancien traumatisme. Alors, pour ça, il a proposé l'idée que ce qui se passe dans le traumatisme, c'est-à-dire dans le traumatisme vécu, on est face au traumatisme, on a une impossibilité de pouvoir, comme ça, développer l'angoisse. Et vous savez que chez Freud, l'angoisse, la deuxième théorie consiste à dire que c'est l'angoisse qui permet le refoulement du conflit. Alors, quand vous avez un traumatisme, la chose est tellement subite que ce n'est pas possible de produire de l'angoisse. Alors, j'ai pris l'exemple toujours de cette idée. C'est pas pareil de savoir que le plafond va vous tomber sur la tête dans une seconde que de ne pas le savoir. Pourquoi ? Parce que si vous le savez, vous avez la possibilité de pouvoir, je dirais, fabriquer de l'angoisse, et cette angoisse va pouvoir se lier, je dirais, à cet événement et permettre peut-être du même coup le refoulement, ou en tout cas va permettre effectivement de pouvoir supporter le traumatisme. Mais comme il n'y a pas l'angoisse, alors ça va faire effraction, et toute l'idée consiste à chercher à pouvoir répéter ce traumatisme à travers, par exemple, les rêves traumatiques ou à travers les cauchemars, pour pouvoir, au fond, obtenir cette angoisse et permettre à cette angoisse d'être liée à l'événement. Parce que l'angoisse, chez Freud, c'est une énergétique, c'est comme de l'essence ou du pétrole qui, accroché à un événement, va permettre de donner du sens à l'événement ou de pouvoir se représenter l'événement.
Alors ça, c'est une particularité. Je crois que tu vas peut-être parler du rêve traumatique, y compris dans la psychanalyse. Et sur la vision plutôt de la psychosomatique relationnelle, à partir du moment où l'affect est lié à la représentation, on peut penser que la capacité, c'est-à-dire que si on récupère Freud de ce point de vue-là, ça veut dire, selon Freud, l'angoisse est protectrice face au traumatisme. L'angoisse a un rôle protecteur par rapport au traumatisme. Saméalis considère que l'affect et l'objet ont un rapport où la question de la projection va exister. L'objet va devenir la représentation de l'affect va devenir la représentation de l'objet, et ça va s'effectuer par l'intermédiaire d'une projection. Donc pour Saméalis, la question du traumatisme, elle va être réglée dans la mesure où on va pouvoir récupérer cette capacité projective. Cette capacité projective qui veut dire quelque chose de l'affect qui va, dans un deuxième temps, finir par être symbolisé. Qui mieux que le jeu, comme va nous le dire Maurice, ou le rêve pour pouvoir symboliser. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ce cas, en tout cas, mais ce cas, c'était de partir d'un cauchemar qui étaient des cauchemars répétitifs, un par jour, enfin un par nuit, pendant des mois, sans jamais pouvoir effectivement se rendormir après, ou en ayant la hantise du cauchemar, etc. Et tout le travail qui avait été proposé ici, c'était comment on passe du cauchemar et au rêve, du cauchemar au rêve, pour retrouver ses capacités de projection, mais aussi, peut-être, on peut donner raison à Freud, ses capacités de liaison. Alors, je vais laisser Maurice nous parler de cela, plus précisément. Voilà, c'était une manière de proposer deux conceptions, parce que je pense que Maurice va un peu les réunir, en quelque sorte. Oui, il y a quelque chose comme ça dans le bouquin où on essaie un petit peu de réunir les deux. Oui. D'accord. Ok. Donc, moi, à partir du thème de cette année, qui était les affects, dans un premier temps, je me suis replongé dans les notes que j'avais prises d'un séminaire de Saméalis, qui est très ancien, des années 90, quand il était... C'est un séminaire de doctorat à Paris 7. Et effectivement, dans tout son séminaire, tout le temps, pour lui, parler des affects, il le reliait au rêve, il le reliait au jeu, il le reliait à la langue maternelle, il le reliait à l'imaginaire, à la fonction de l'imaginaire. Et tout le séminaire était aussi comment, d'une manière, parce que Saméalis, c'est toujours aussi l'idée thérapeutique, comment se sortir justement quand il y a neutralisation des affects, comment se sortir avec le patient de cette neutralisation. Donc voilà, c'était le premier temps. Après, l'ouverture de ces conférences cette année, tout ce que ton intervention théorique, moi je m'inscris complètement dans cette présentation, je suis tout à fait en accord avec ça. La seule chose, c'est que moi j'y ajoute un petit peu de Winnicott. Oui, c'est ça plutôt. Voilà, donc notamment Winnicott par rapport à tout ce qui concerne le jeu, qui a développé peut-être un peu plus. Donc je vais faire une intervention qui va être très des perspectives un petit peu thérapeutiques. Je vais aussi peut-être reprendre des cas dont j'ai peut-être un peu parlé en les commentant un peu différemment, parce qu'il me semble bien éclairer un petit peu le débat qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Alors, dans ces conjonctures cliniques que je nomme, moi, des sujets en souffrance narcissico-identitaire, nous avons noté, j'ai oublié de dire que ce travail aussi est un travail effectué avec André Calzat, coécrit et copensé avec André Calzat. Donc nous avons fréquemment constaté que un processus d'éradication de l'affect pour supprimer la douleur psychique. Le moi se rend absent à l'expérience affective traumatique. Cette défense s'accompagne évidemment de trous dans la mémoire et dans le travail de rémémoration. Tout se passe comme si, en se retirant de l'affect, le moi se retirait de l'expérience vécue. Dans ces conditions, les expériences précoces ne peuvent faire l'objet d'une histoire. Le sujet ne peut pas s'approprier les expériences vécues dans une perspective
mutative. Il en résulte une éradication de l'affect par effacement de l'intrapsychique. Néanmoins, nous pouvons observer que la vie émotionnelle n'est pas absente chez ces sujets. L'émotion, caractérisée par un fonctionnement tourné vers des sensations proprioceptives et des perceptions externes, maintient le lien à l'environnement. Il s'ensuit un déséquilibre, affect absent, émotion hyper présente, qui conforte cette impression d'un sujet totalement assujetti aux liens externes et dans lesquels le corps prend une place excessive. Nous distinguons l'émotion de l'affect en ceci que l'émotion nous paraît essentiellement d'essence intersubjective, alors que l'affect est prioritairement d'essence intrapsychique. L'excitation du fait d'une rencontre insatisfaisante à l'objet empêche la pulsionnalité d'organiser le lien intrapsychique à l'objet. Cette neutralisation des processus introjectifs est la conséquence d'une décharge psychique hors de l'objet. Il s'ensuit une quête de soi et de l'objet sous forme d'une régression à la sensorimotricité. Ainsi, M. A, chef d'entreprise hyperactif, se plaint de ne pas parvenir à l'orgasme et à l'éjaculation dans la relation sexuelle. Son plaisir est ressenti dans l'orgasme perçu chez sa partenaire. Il précise lors d'une séance « La seule chose où j'arrive à me projeter, c'est l'acte sexuel, pas les autres choses comme parler par exemple. Les femmes, il faut que je me les fasse comme si j'allais trouver quelque chose en elles, un besoin de continuer sans cesse, comme un livre où il n'y a pas de fin. C'est un travail sans fin qui m'épuise. C'est une dépendance. Il faut qu'il y ait un ressenti chez l'autre pour que j'éprouve quelque chose. » On peut noter ici que l'interaction n'est pas relayée par l'intersubjectivité. L'autre, les femmes, n'est pas perçu comme possédant une subjectivité différenciée. C'est le plaisir de l'autre qui crée un ressenti. Identification, on a appelé ça identification narcissique à l'environnement. La pulsion, loin de créer l'objet pour s'y décharger, échoue à se transformer en désir et s'organise sous le primat du besoin de l'autre, de son ressenti, pour se sentir exister. L'émotionnel interactif est prévalent dans ces conjonctures psychiques, ce qui nous paraît consécutif à l'absence initiale d'angoisse signal d'alarme. Il se produit alors chez le sujet, dont l'appareil psychique n'a pu s'informer de l'affect qui le traversait, une angoisse de débordement. Il s'agit bien là d'une défaillance dans l'organisation de la pulsionalité et de sa représentance. L'absence donc de représentation affect ouvre le passage au débordement émotionnel et à un effet de contagion qui s'observe jusqu'à l'environnement du sujet, même parfois prioritairement. « Il me met hors de moi », dit une mère à propos de son enfant hyperactif, alors que l'enfant, lui, n'a pas conscience de son agitation. « Elle me fait halluciner », dit un père de sa fille anorexique qui se trouve trop grosse et se laisse mourir en refusant de manger. Ce débordement émotionnel, avec son corollaire contagieux par retournement, ne peut être assimilé à un effet empathique. Le concept d'empathie doit être rattaché à une dimension intersubjective. Ici, on observe une neutralisation de l'affect et une recrudescence des états émotionnels dans lesquels l'environnement est particulièrement impliqué. De nombreux travaux de recherche convergent vers l'idée que très précocement, le bébé est attiré par la communication avec un autre qui manifeste sa présence. Une présence dont la forme s'exprime à travers l'imitation et l'empathie. Deux notions dont l'intérêt a été réactualisé ces dernières années par les travaux de Jacqueline Nadel et de Sethi. Quand une mère et son bébé se regardent, le visage de l'adulte imite en miroir les expressions, les mimiques du visage du bébé. Il faut prendre en compte deux éléments. Premièrement,
la mère ajoute un commentaire sur le sens affectif supposé de cette mimique pour le bébé, donc une intersensorialité. Deuxièmement, le visage maternel imite le visage du bébé, il prend les mêmes expressions faciales en les accentuant. La mère complète cette expression du bébé par une mimique supplémentaire allant dans le sens d'une émotion hypothétique qu'elle attribue au bébé. Ce scénario dans lequel la mère se fait miroir ou écho des éprouvés du bébé de manière excessive entraîne une imitation secondaire amodale chez le bébé. Une imitation croisée qui suscite un partage émotionnel. Les travaux actuels sur les neurones miroirs vont dans ce sens. Donc, en tant que pathologie de l'impasse, les dépendances psychiques réactualisent la problématique du rêve, de l'affect et du jeu suivant des modalités spécifiques. S'agissant du rêve, Freud a frayé une première voie dans laquelle le rêve prend toute sa place dans le fonctionnement vigile et de ce point de vue, il soutient l'imaginaire du sujet. Selon lui, l'activité onirique peut prendre en charge le traumatisme en le répétant tel quel dans des rêves qui peuvent s'accompagner d'une angoisse provoquant le réveil. Angoisse dont le sujet n'a pas eu la possibilité de prendre conscience lors de l'événement qui a neutralisé toute réaction possible, confirmant précisément sa nature traumatique. Tout se passe comme si le rêve, en revenant en arrière, était une façon de produire une angoisse qui n'avait pas le temps de se produire autrefois. Dans ce cas, le rêve introduit progressivement, grâce à la répétition, une distance qui fait défaut avec l'événement. Il permet dans ce cas d'historiser, de contextualiser l'expérience traumatique. Qu'elle soit physique ou psychique, on s'aperçoit en effet que le traumatisme ne produit pas forcément des rêves traumatiques. La fonction du rêve paraît donc ici liée à l'élaboration traumatique plutôt qu'à la réalisation du désir. Mais les deux fonctions sont différentes. Elles relèvent toutefois d'un même et seul principe. Tout rêve sur le modèle du rêve traumatique commence par une tentative de transformer le déplaisir en plaisir, et cette tentative peut échouer. Ici est résumée la pensée freudienne concernant le rêve traumatique. La clinique de l'impasse, prise dans cette perspective du rêve traumatique, pose une question supplémentaire. Qu'en est-il des patients qui ne rêvent pas ? En effet, deux cas de figure semblent pertinents face à l'événement traumatique. Soit l'activité onirique qui existait jusqu'alors cesse soudain à la suite d'un événement traumatique, soit elle est présente comme n'ayant jamais existé dans le souvenir du patient. L'événement traumatique s'en trouve ainsi clivé du passé et réduit à son actualité. La vie affective, elle aussi, paraît neutralisée du fait de la distance prise par le sujet à l'égard de sa vie affective. Tout se passe comme si l'événement traumatique était décrit comme appartenant à une autre personne. L'événement a eu lieu sans avoir vraiment lieu, car le moi est clivé de l'expérience affective. On peut en déduire que c'est l'affect, selon que le sujet l'a intégré ou pas, qui fait exister l'événement. Le jeu aussi participe à ce processus de clivage dans les pathologies de la dépendance. La dialectique présence-absence y est défaillante. Le sujet ne s'autorise plus à donner libre cours à l'expérience du trouvé-créé, qui doit logiquement inaugurer la transitionnalité. Si le jeu est impossible, le lien à l'objet partiel demeure un lien d'objet tyrannique. Le double sens des mots est perdu avant même sa constitution. Le sujet en est réduit à se prendre pour lui-même et rien d'autre que lui-même. Il ne peut accéder à la représentation d'un sujet, autre sujet. Par l'étendue de son emprise, éliminant parfaitement le traumatisme en tant qu'événement historique, grâce à la mise hors circuit de l'activité du rêve, du jeu et de l'affect, ce processus peut être qualifié
à l'instar de Sami Ali, de méta-refoulement ou de refoulement du refoulement. La conséquence réside dans l'impossibilité de résoudre le conflit. Ce dernier cesse d'exister en tant qu'événement interne. Le sujet en est réduit à s'organiser selon la modalité que nous avons nommée identification narcissique à l'environnement. Désormais, il n'y a plus qu'un dehors face à un dedans ramené à une surface lisse, laquelle n'offre aucune prise. La coupure peut être totale avec le soi, qui inscrit le sujet dans la normalité pour échapper précisément au retour du clivé afin d'éviter le retour de l'hallucinatoire. Il s'agit donc d'une défense paradoxale qui s'inscrit dans le couple activité-passivité et qui voit le sujet se rendre actif sur un fond d'analité primaire dans le but de ne pas subir passivement le retour d'une expérience traumatique de dépendance psychique. Ce dispositif psychique de défense modifie considérablement la clinique et le lien transféro-contre-transférentiel. Car si toute l'organisation psychique consiste à éviter le retour de la vie onirique, du jeu et de l'affect, si tout le fonctionnement psychique s'organise sur ce mode-là, force est de constater qu'en tant que processus de changement, la thérapie devient en soi un trauma. La position du thérapeute est à ce titre d'emblée paradoxale. C'est pour cela que nous avons évoqué à ce sujet une modalité de transfert dans laquelle il se voit placé en lieu et place de la suture fétichique. Autrement dit, l'intervention thérapeutique est à double valence. Le traitement de l'expérience traumatique passe nécessairement par le retour du trauma dans un fonctionnement psychique qui s'est organisé pour que l'événement traumatique n'existe plus. Ainsi, le projet inconscient du patient en thérapie se résume à jouer pour qu'il n'y ait pas de jeu. Autrement dit, un jeu dont la règle est de ne pas jouer. L'activité onirique, au lieu d'être un moyen de dépasser le traumatisme, devient elle-même un traumatisme. Les rêves qui font retour dans ce cas sont de nature traumatique. Ils dévoilent leur origine contradictoire en recréant l'impasse dont ils sont sortis par le méta-refoulement. En thérapie, ce qui devient primordial dans ce cas, c'est la structure logique propre à l'impasse qui rend impraticable l'interprétation symbolique. La tâche thérapeutique la plus urgente consiste alors à comprendre qu'il y a une impasse qui détermine tout le fonctionnement psychique qui confère au rêve sa position paradoxale. Il est à la fois ce qui permet de dépasser le traumatisme et en même temps ce qui précipite le traumatisme. La vie psychique du sujet se trouve brutalement mise en question lorsque l'activité onirique, soutenue par la démarche thérapeutique, revient massivement dans un fonctionnement qui ne peut s'en accommoder. Ainsi, l'illusion que peuvent produire les contenus oniriques, dont le modèle reste le rêve infantile, illusion qu'il s'agit de désirs purs insuffisamment élaborés. Sans une intervention psychothérapeutique adéquate, une période de rêve agité de cette nature cédera facilement la place au calme plat. À cet effet, le thérapeute doit effectuer une double démarche. Premièrement, envisager avec le sujet que le rêve peut émerger dans une relation à l'autre. Là, on revient sur le thème de la relation. Le travail est sur la relation de deux sujets. La relation à l'autre, de telle façon qu'il trouve sa place dans le fonctionnement psychique uniquement parce qu'il la trouve dans la relation. Deuxièmement, organiser un travail préparatoire qui permet d'établir le rêve et les événements du passé, qui permettent d'élaborer des liens simples et vrais. La question qui est posée classiquement, quel lien faites-vous entre ce rêve et votre vie ? En tout état de cause, la tâche du thérapeute est fondamentale et rejoint celle de l'objet dans la relation première au bébé. Si la préoccupation du patient est celle de savoir comment sortir de l'impasse,
celle du thérapeute doit s'orienter davantage sur les conditions internes et externes qui ont amené à l'impasse. Il s'agit de retracer le cheminement en vue de reformuler le problème en d'autres termes qui excluent l'impasse. Il s'agit en tout état de cause de réanimer une activité créatrice à l'instar du trouver-créer de Winnicott qui permet d'imaginer l'inimaginable et de rendre inconnaissable l'originaire. Le rêve et le jeu, de ce point de vue, permettent de créer une réalité qui échappe à la contradiction et qui, par conséquent, peuvent répondre à la contradiction. Possibilité paradigmatique donnée à tout un chacun, naturellement, pendant 4 à 5 périodes d'intense activité cérébrale par nuit, activité nommée sommeil paradoxal. La thérapie requiert un travail infiniment patient de mise en relation, de reprise, de questionnement. Il s'agit moins d'interprétation que de reformulation. L'objectif étant de donner au conflit, ramené à ses racines historiques, la possibilité de s'élaborer autrement. Autrement dit, il s'agit de transformer un conflit insoluble en conflit soluble. Quelle est la place qu'occupe la problématique du double dans ce contexte dégradé du fonctionnement psychique? Le double, dans ce contexte, se réduit à l'autre identique à soi, un autre qui demeure externe et auquel s'assujettit le moi interne, si bien que le double, dans ce contexte, ne peut être intériorisé. Le sujet ne peut interpréter les expériences intersubjectives qui demeurent l'apanage d'un double réel perceptif auquel les fonctions sensorimotrices sont assujetties, y compris les coordonnées spatio-temporelles. L'espace et le temps sont la propriété de l'autre. À partir de cet état de fait, il va falloir favoriser l'émergence de ce double réel perceptif dans le jeu, dans les rêves et dans la vie affective. Le thérapeute pouvant être transférentiellement mis en lieu et place de ce double. Le travail thérapeutique consistant à partir de ce schéma princeps de favoriser peu à peu l'intégration d'un double différencié, c'est-à-dire d'un même et d'un autre différencié, d'un double autre soi-même, autre de l'autre. Ainsi, M. D, qui présente des épisodes de vertige sans substrat organique et sans lien de causalité avec des états anxieux, se présente comme suit. Avant de vous rencontrer, je faisais 3 ou 4 examens par semaine. Chaque fois déçu qu'il n'y ait rien. Quand des charlatans trouvaient quelque chose, c'était bien, mais cela ne durait pas. Un autre examen disait que je n'avais rien. Quand j'étais petit, je regardais sans arrêt mon corps. Je me trouvais toujours quelque chose, comme pour me dire « il est là le problème ». Mais le docteur C a trouvé que je n'avais rien et il m'a dit de vous voir. Il ne se souvient pas de ses rêves, sauf d'un cauchemar qui se répète. Il est dans une voiture, elle est conduite par quelqu'un d'autre, mais quelquefois c'est lui qui la conduit avec quelqu'un d'autre à ses côtés. Il ne sait pas qui c'est. Mais la voiture prend des risques, roule très vite sur des routes tortueuses et il est réveillé par un risque de chute dans le ravin. Ce rêve, qui est déjà un rêve transférentiel, même s'il précède la relation avec le thérapeute, concerne aussi la relation globale que le sujet entretient avec son environnement, la crainte en général qu'il ressent partout. Le fait de relater ce rêve, Samueli pourrait parler de rêve-programme, réactualise la situation qui va se rejouer avec le thérapeute. S'il se relâche, il y a danger de mort. Il faut donc rester tendu. L'affect se développe dans une situation conflictuelle et passe par la tension musculaire. Lâcher le contrôle entraîne un risque de se tuer et de perdre l'autre, un risque d'abandon et de perte. Il y a sans doute une angoisse de perdre la mère, se relâcher est égal à perdre la mère. Il décrit par ailleurs, comme sans problème,
Il se décrit par ailleurs comme sans problème, se qualifiant même de privilégié professionnellement et affectivement. Tout va bien. Là, c'est le tout va bien de Sami Ali. Tout va bien, hormis les vertiges. Petit à petit, de cette absence de problème vont émerger un questionnement. Il se trouve dans l'impossibilité de faire des choix, obligé en cela de maintenir des liens affectifs avec deux personnes en même temps qui ne distinguent guère dans leur identité respective. Il dit « ma femme et l'autre femme ». Cette problématique du double se répercute dans toutes les relations d'objets. Suite à un retard imprévu, un de mes retards imprévus lors d'une séance, les modalités anxieuses de la relation se transfèrent dans la séance sous forme de vertige, traduisant un premier mouvement de différenciation non perçu par lui comme angoisse. En face à face, il me dira, il me dira qu'il aura remarqué des modifications dans son attitude mimo-gesto-posturale. Il ressent son visage figé, une nuque raide, un corps tendu. Et quand je lui demande comment il se sent, il me dit « Je ne vous vois plus, j'ai des vertiges, ça tourne ». La différenciation crée transférentiellement des vertiges sans perception de l'angoisse. À la séance suivante, il évoque un rêve, un des tout premiers, où en arrivant à sa séance, à laquelle, donc là c'est le rêve, à laquelle je suis absent, il sera reçu par mon associé, personne qui travaille avec moi. Pour la première fois émerge dans le rêve une angoisse de perte qui va se résoudre en partie par le fait d'être reçu par un autre thérapeute qui représente un double de substitution mais étranger. Une angoisse de dépersonnalisation se fait jour et est liée à l'identification contradictoire à deux visages différents. À l'instar du jeu de la bobine de Freud, on peut retrouver en seconde hypothèse un mouvement mutatif qui permet d'abandonner l'objet thérapeute en trouvant un objet de recours dans l'absence de son thérapeute. Ainsi s'amorce un travail de différenciation par le biais du rêve dans lequel la contradiction peut être intégrée et l'objet trouvé créé. Comme le précise Sami Ali, le rêve se constitue en tant que pensée de l'imaginaire, expression hautement paradoxale, puisque la pensée exclut la contradiction que l'imaginaire inclut. Je vais aussi reprendre le cas de Natacha, que j'ai présenté aussi dans un séminaire, mais en le commentant différemment. On observe chez cet enfant de 9 ans, hyperactive, des crises de somnambulisme, d'angoisse nocturne, ainsi que des troubles importants du sommeil, tels que des endormissements difficiles, des réveils nocturnes fréquents, accompagnés de cris nécessitant la présence des parents pour la calmer. Elle n'a pas de souvenir onirique. L'enfant dit ne pas se souvenir de ses rêves. L'absence de souvenir de rêve ne permet pas au trauma de se diluer dans la production onirique. Le rêve est généralement défini comme gardien du sommeil. À la faveur d'un travail corporel initié par elle, elle me demande de faire un jeu à base d'imitation d'attitude, de posture, de mimique. Il se prolonge ici la problématique du double externe non intégré. Dans le but de soutenir l'identification projective adaptative convoquée par le mouvement régressif de la thérapie, je lui propose de prolonger ce jeu à travers une inversion de rôle. Au jeu des identifications, il peut ainsi reprendre et faire vivre par retournement sur le thérapeute le trauma que constitue pour elle la difficulté à choisir la droite ou la gauche de sa main pour écrire. Le choix de la main d'écriture, dans ce cas, constitue un renoncement, donc une perte d'objet au profit d'un objet spécifique. À la suite de ces séances corporelles,
Natacha va se souvenir d'un rêve d'essence traumatique, dans lequel le thérapeute réalise le meurtre de son père. C'est le premier rêve transférentiel. Sa pulsion agressive se manifeste par le biais du thérapeute et fait suite au jeu d'inversion de rôle. Ce rêve la réveille et ses cris mobilisent toute la famille autour d'elle. En retour, elle reçoit des réprimandes paternelles excédées par son agitation diurne et nocturne. À partir de ce moment-là, une série de rêves va apparaître dans laquelle la thématique de la mort, de la perte demeure toujours présente, mettant en scène les deux parents dans un premier temps, ce qui va la réveiller de nouveau. Simultanément, dans les sens se poursuivent des jeux d'inversion de rôle dans laquelle elle parvient à laisser émerger ses pulsions agressives refoulées et à les diriger vers le thérapeute. Elle joue le rôle d'une orthophoniste sévère qui sanctionne les maladresses d'un enfant jusqu'au sadisme. À la suite de cette séquence, un nouveau rêve apparaît qui décrit la mort accidentelle d'un ami du père lors d'une chute en vélo, événement qui s'est réellement produit. La pulsion agressive poursuit son déploiement. Un événement de la réalité peut maintenant être repris dans la vie nocturne sans que le sommeil soit perturbé. De la même manière, en séance, l'enfant, par le biais du jeu des identifications, trouve un espace pour mobiliser son agressivité. Elle l'expérimente dans un transfert par retournement, déplaçant la relation vécue en séance de rééducation avec son orthophoniste, dans laquelle elle se sent persécutée. Elle transfère ce sadisme sur son psychothérapeute, ce qui lui permet de s'identifier à la capacité du thérapeute à supporter cette agressivité et donc étayer son masochisme. Le mouvement qui s'amorce est celui du double externe perceptif à un double interne introjecté. Je termine par une autre vignette clinique, là aussi, que j'avais évoqué il y a assez longtemps pour présenter l'hyperactivité. Là, c'est plutôt pour parler aussi du trauma et parler de comment, dans la thérapie, transformer justement le non-jeu en jeu. Il s'agit d'un enfant de 7 ans, Noé, qu'on m'avait adressé dans un CMP. Il avait déjà été vu 3 ans auparavant et on avait repéré chez lui des troubles du comportement, enfant hyperactif, lui dans ses activités, difficiles à cerner. Il revient, la mère veuve depuis 1 an, après le décès accidentel du père, elle restait avec 3 jeunes garçons, Noé étant le dernier. Fatiguée par des crises d'asthme, elle avait dû cesser de l'allaiter au bout d'1 mois. À l'âge de 2 ans, Noé fut opéré d'un strabisme et sa mère précisait « il a eu du mal à se séparer de moi ». Face à l'instabilité de l'enfant, le médecin s'avouait désarmé et de son côté, le thérapeute qui l'avait suivi pendant 1 an souhaitait mettre fin à une prise en charge longue et difficile. Il indiquait « l'enfant est à la recherche de limites, je propose une prise en charge thérapeutique avec quelqu'un d'autre que moi ». Pour ainsi dire, l'enfant et la mère étaient de nouveau abandonnés. Lors de notre première entrevue, je fus frappé par l'attitude gênée et rigide de la mère et de l'enfant. Elle, figée, ne répondait qu'à peine et sèchement aux questions. Ce n'est que peu à peu qu'elle se départit de cette inhibition pour me dire « Noé a besoin de votre aide et moi aussi peut-être ». Noé, bien à l'écart de sa mère, tenait serré entre ses bras un bateau de type Zodiac, un petit bateau. Le préambule l'impatientant, il me lança en me montrant son bateau « Je vais t'en apprendre là-dessus ». Je demandai à le voir seul, et lui, très à l'aise, se mit à décrire avec une précision minutieuse les aspects techniques du bateau. Il connaissait parfaitement le vocabulaire maritime technique. Le flux de ses paroles ne favorisait guère l'échange que j'aurais voulu engager. Cherchant à rompre ce vide par des questions plus incisives, je me heurtai à un refus.
On perd du temps avec tes questions. Pourtant, lorsque j'évoquais son père, il me répondit sans me regarder, mon père est mort dans un accident, il avait un Zodiac sur le toit de sa voiture accidentée. Il construisait des ponts et des radeaux. Puis il se remit à dessiner, cette fois le Titanic. Il dit le plus grand des bateaux. Il a coulé parce qu'il s'est fracassé sur un iceberg. Et il se lança dans une très longue description des circonstances techniques de l'accident. Lorsque je demandais de faire revenir sa mère, il se mit à hurler, à s'agiter, à sauter, jetant de tous côtés ce qui lui tombait sous la main. Cette agitation désordonnée et intense me déconcerta, me troubla, tandis que la mère effondrée me demanda « Que pouvez-vous faire ?» Peu à peu, le calme revint et Noé remarqua « C'était mieux quand on était tous les deux. » Et la mère ajouta « Les difficultés de Noé remontent avant la mort de son père. Tout a commencé quand à 2 ans, il a été opéré des yeux. » À l'issue de cette prise de contact, je me sentis quelque peu épuisé, démuni, malgré que je sois assez habitué à ce type d'enfant, mais là c'était peut-être excessif, et immédiatement pourtant m'apparaissait la nécessité de prendre appui dans le corps de l'enfant, corps de la mère, corps du père, corps du thérapeute, en suivant la formule de Gisela Pankow qui aimait à dire qu'avec les patients souffrant de structuration, qu'il fallait prendre appui là où on a pied, c'est-à-dire le corps. Nous pourrions ajouter, dans une tentative d'accordage empathique, mimo-gesto-postural. J'ai pu alors mesurer à quel point le fait de me sentir bombardé par des projections du monde interne de Noé et de sa mère dans mon espace psychique pouvait être ressenti au niveau de mon propre corps. Ce qui m'a permis aussi de saisir la vulnérabilité et la détresse de ce lien mère-enfant. En d'autres termes, la sensorimotricité avait infiltré le processus transférentiel. Accepter de recevoir Noé supposait que je m'engage à me mettre à la disposition de ses besoins et d'une nécessaire répétition agie permettant à l'enfant de rejouer un véritable état de détresse, autrement dit, favoriser la régression à une expérience antérieure traumatique non symbolisée. Le passage s'effectuant par l'acte psychique et sensorimoteur et la compulsion de répétition prise dans la relation transférentielle étant le levier thérapeutique révélateur du trauma. Mais toute la difficulté telle qu'elle m'est apparue au départ s'avérait dans ces attaques souvent violentes et qui constituaient en même temps une espèce de destruction de mes facultés d'élaboration. J'avais le sentiment étrange de me sentir placé dans l'immédiate et impérieuse nécessité d'agir, mais sans savoir au juste comment, en tout cas à grand-peine et de manière sinueuse. En quelque sorte, selon l'expression de Racamier, je me sentais le partenaire obligé de ce couple mère-enfant. Et le même scénario que lors de la première rencontre allait se reproduire les fois suivantes et pendant de nombreux mois. Noé était impatient. « Tu es encore en retard, il faut se dépêcher, il nous reste que 3 heures. » Et sa verbalisation de prendre un cours torrentueux, comme s'il était irréductiblement pressé, et de se lancer tête baissée dans de longues explications très détaillées sur le Titanic, le Zéphyr, un bateau garde-côte, un voilier, un paquebot, le France, la caravelle de Colomb, qui s'appliquait à dessiner avec la plus grande attention et de façon précise, déchirant rageusement la feuille de papier s'il lui arrivait de se tromper. Je devais être installé toujours à la même place, sans bouger, sans parler, Noé étant assis en face de moi, sur sa chaise, chacun la sienne. Très vite, Noé allait me considérer comme un prolongement de lui-même. Ce qui était important de dire, c'est qu'on était en face à face, il dessinait, et moi, ce que je fais jamais, je prenais des notes, je notais un petit peu ce qui se passait,
et donc on était vraiment en imitation. Et dès qu'il voyait que j'arrêtais de noter, il me regardait, et c'est la première interaction, ce jeu de miroir, de double, et l'interaction a commencé comme ça. Donc il me restait donc à subir patiemment cet inévitable et répétitif scénario. Essayer d'introduire une variante quelconque, à l'aide par exemple de pâte à modeler, c'était encourir le risque d'une violente colère. On perd du temps, monsieur Casse-Couille, me lançait-il au visage. Réduit à une totale impuissance, je tentais de me réfugier dans mes pensées. À l'évidence, je me heurtais à des mécanismes visant à supprimer toute différence entre lui et moi, en espérant qu'il me serait possible d'introduire des éléments de différenciation, mon contre-transfert constituant l'unique boussole dont je disposais. Noé avait besoin de toutes les façons de me contrôler totalement en attaquant mes processus de pensée. C'est à relier avec ce que évoque Maurice Berger, qui décrit chez ce type de patient le besoin d'immobiliser l'objet menaçant, en l'occurrence le thérapeute. Mes retraits narcissiques étaient des tentatives de défense contre la qualité intrusive du désir de Noé, de projeter sur moi des parties de lui-même, mais aussi de lutter de mon vécu d'une véritable incarcération de ma personne soumise à son omnipotence. L'appareil de langage pour Noé était devenu un appareil d'action, moins pour se représenter que pour agir sur l'autre. Après m'avoir englobé dans la relation, à l'évidence, la séparation était difficile dans cette relation sans distance. Et me quitter, pour lui, c'était quitter une partie de lui-même. Quand je lui demandais d'aller chercher sa mère, Noé manifestait une éruption brutale d'angoisse et se mettait à renverser le matériel de la salle, à jeter des objets sur moi, en hurlant une bordée d'injures, en déchirant des feuilles de papier, en cherchant à casser les objets. Tout cela allait en s'accentuant de séance en séance, une manière de rompre le rythme des échanges relationnels en préférant détruire plutôt que d'être détruit par l'absence de l'autre. Je m'efforçais de lui faire entendre qu'il existait un certain nombre d'interdictions pour qu'il respecte le cadre de notre dispositif, ceci pour tenter de prendre distance vis-à-vis de ses angoisses. Cette rétention physique n'y suffisant pas, j'essayais de résister à cette tempête en mettant coûte que coûte des représentations sur ce qu'il me faisait éprouver, tout en lui expliquant que je pouvais comprendre ce que je pouvais comprendre de ces manifestations motrices désordonnées et en lui fixant un prochain rendez-vous, manière de passer à la représentation d'une continuité du contact susceptible de faire évoluer la relation pulsionnelle à autrui. Avec un sourire crispé, la mère soulignera « Je préfère partir, je ne supporte plus ça. » Et pourtant, il est content de venir. Je n'ai pas besoin d'insister. Noé ajoutera « C'est pour ça que je m'excite à la fin. » Mais face à la répétition et au passage à l'acte que je pouvais avoir vécu comme des attaques réelles adressées à ma personne, ce qu'elles étaient aussi en réalité, il demeurait fondamental de tenter coûte que coûte de rester vivant et créatif face à cette destructivité. Il me fallait m'adosser à un contre-transfert épistémologique afin d'éviter les contradictudes de rejet, d'évitement phobique, de rétorsion. Je sentais là une transformation de ma position initiale où Noé et sa mère me demandaient en quelque sorte d'agir. « Que pouvez-vous faire ?» dit la mère, comme un remède, du latin remedium, à une position que j'adoptais non sans peine et qui se référait à ce que Roussillon décrit sous le concept de médium malléable. Noé était furieux, une autre séance. Noé était furieux parce que j'étais en retard. Et là, j'étais réellement en retard. Où tu étais? Il avait apporté un objet avec lui qui cachait derrière son dos, le bateau de l'armée du roi. Il commença à dessiner ce bateau tout en me demandant « Pourquoi tu détestes les fins de séance ?» Et il me propose un troc. Il voulait échanger un bateau, un paquebot qui est dans la salle contre le bateau du roi qu'il avait amené.
en psychothérapeute classique à ce moment-là, je lui fais remarquer que tous les objets de cette salle devaient y demeurer. Mais devant son insistance, je lui proposais de lui prêter ce paquebot en échange de son bateau, reliant en paroles cet échange de près à la difficulté de se séparer. Il ajouta que dès qu'il le pourrait, il me rendrait le paquebot. Il voulait immédiatement aller voir sa mère pour lui parler de cet échange. « Je vais te signer un contrat, me dit-il. » Je rédigeai avec lui ce contrat et que nous signions tous les deux. Et il ajouta « Je fais un dessin pour toi. Pour les jours où je ne viens pas, tu penses à moi. » Ensuite, en me regardant, une des premières fois qu'il me regarde, qu'il regarde mon visage, il me dit « Tu as un peu les cheveux de Pépé Hatchoum » pour évoquer mes cheveux gris. Puis il poursuit en disant « Pourquoi les Pépé et les Mémé qui vont bientôt mourir, ils n'ont pas besoin de garder tout ce qu'ils ont. Ils donnent tout. Ma Mémé me donne tout ce qu'elle a. Mon papa aussi, il est mort. » Et il évoquera un premier souvenir. Une fois, mon papa et mes deux frères, on a fait les fous. Maman disait « Vous allez vous faire mal ». On rigolait bien, mais des fois mon père me donnait des coups sur les fesses avec la brosse quand on était pas sage. À l'entrée de sa mère, il dit calmement « Notre contrat est fait, on est en paix ». À la séance suivante, Noé vint avec le paquebot emprunté et me dit « J'ai bien dormi ». Il commença à dessiner un autre bateau, le Santa Maria, puis il dessina mon bateau en me disant « de face ou de profil ». Ensuite, il voulut dessiner un voilier miniature qu'il avait lorsqu'il avait 6 ans. Il se dessina sur le voilier avec une barbe, en remarquant « il y a une tête de mort sur la voile, j'avais la barbe, maintenant je l'ai rasée ». Tout en me regardant du coin de l'œil, il nota chez moi l'absence de la barbe naissante que j'avais la fois précédente. Il dit alors « Mon père, aussi, il avait la barbe des fois ». Puis il continua par une série de questions. « Est-ce que tu es intéressé par les bateaux? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu préfères la glace à la vanille ou celle au chocolat ?» Puis il s'exclama « On est pareil ». Je lui fis alors remarquer sa grande inquiétude lorsqu'il constatait une différence importante dans ce que nous pouvions ressentir l'un à l'autre. Et j'ajoutais « Tu cherches à savoir si nous sommes pareils. Tu as peut-être besoin de savoir que nous sommes pareils pour continuer à penser. » À ce moment-là, il semblait proche de moi, détendu et en confiance, et je vis vraiment pour la première fois le visage de Noé. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là sur ce cas, et juste terminer une conclusion, peut-être. Donc, pour conclure au niveau thérapeutique, la méthodologie proposée s'articule autour de 2 axes essentiels et fondamentaux dans ces conjonctures cliniques que nous pourrions définir ainsi. Premièrement, la contenance symbolisante de l'affect. Deuxièmement, la symbolisation participante du thérapeute. La contenance symbolisante de l'affect s'appuie sur la capacité du thérapeute à accepter, à accueillir sans rétorsion ni rejet, ni effondrement psychique, ni masochisme, la destructivité que le patient éprouve sans se la représenter et qu'il retourne transférentiellement sur la personne du thérapeute et sur le cadre qui lui est proposé. La contenance symbolisante permet en outre de recenser avec le patient les différents états émotionnels clivés qui le traversent et au rassemblement desquels il se sent absent. En résumé, elle conditionne l'expérience du détruit trouvé. La symbolisation participante consiste, à partir des éprouvés retournés par le patient, à élaborer, reconstruire les paramètres principaux de la conjoncture traumatique historique de ce dernier. Il revient au thérapeute de symboliser l'expérience agie par le patient et qu'il partage émotionnellement avec ce dernier. Dans cet échange, il ressort que les propres processus de symbolisation du thérapeute constituent un moteur essentiel pour relancer les processus psychiques gelés chez le patient. Des hypothèses de construction au sens freudien, qu'il a décrit dans Construction dans l'analyse,
lui sont proposées, favorisant simultanément la destructivité et la reconstruction. Pour finir, une des difficultés de la clinique de l'impasse s'origine dans la manière de penser l'impasse du patient. Si celle-ci est pensée uniquement autour de la métapsychologie de l'absence, qui relève déjà de la symbolisation secondaire, alors le relevé de l'impasse renforce le traumatisme. Il paraît indispensable de penser également une métapsychologie de la présence, c'est-à-dire la rencontre de deux sujets et de l'effet interactif de l'un sur l'autre. Rencontre avec le même, le semblable, le double. Autrement dit, c'est peut-être aussi l'expérience de la non-séparation, c'est-à-dire la continuité du lien psychique qu'il faudra tenter de donner à vivre au patient. Pour pouvoir se séparer, il faut en quelque sorte suffisamment intérioriser la non-séparation, c'est-à-dire les liens. Chez Noé, on a vu qu'au cours de la thérapie, quand il commence à se séparer psychiquement de l'objet mère, il a besoin de vérifier réellement qu'il n'a pas détruit l'objet réel mère, en allant voir dans la salle d'attente, vérifier que la mère objet externe est toujours bien vivante, autorisant la séparation. Il y a donc à penser toute une dialectique, présence-absence, séparation-non-séparation, lien-non-lien. Voilà. Merci Maurice. On est curieux de savoir ce qu'il est devenu, ce petit Noé, c'est-à-dire au fond, comment a évolué la relation justement et cette relation d'indistinction, c'est-à-dire au fond. C'est un cas que je vais présenter dans toute sa longueur. Et oui. Donc ensuite, dans un second temps, il y a un travail plus classique, psychothérapie, qui a pu se faire. Oui. C'est-à-dire qu'on a pu jouer, mais ça s'est fait progressivement. Dans un deuxième temps, la salle était partagée en deux. Et j'étais son matelot, il était le capitaine, et nos espaces étaient bien séparés l'un de l'autre. Donc il a fini par différencier avec toi. Oui, mais il a fallu, là c'est aussi toute l'importance de la théorie de Samieli, l'espace aussi. Le temps et l'espace ont leur importance, c'est le corps de l'un et de l'autre. Et petit à petit, justement, il a pu aussi évoquer des rêves, et là aussi ça a démarré par des cauchemars. Et il a mis en scène j'étais le matelot, il m'a enfermé. En fait, il a rejoué tout ce qui m'a fait vivre. Oui. C'est-à-dire que j'étais un matelot et j'étais enfermé dans la cale. Une cale où il y avait des rats, donc j'étais vraiment, il me faisait vivre ce que lui, sûrement psychiquement, avait dû vivre. Hein, donc retourner, mais là, il l'a représenté. Il a fini par abandonner cet objet bateau. Oui. À un moment, il n'a plus. Non, oui, il n'est plus revenu vers ça. Oui. C'est terminé. Oui. D'accord. Le bateau est en espace maternel. En fait. Oui. Ce qui est important de dire, c'est qu'on serait tenté. Il a eu une année de psychothérapie classique. On aurait pu le Titanic, tout ce qu'il pouvait dire, le père mort, tout ça, on pouvait interpréter immédiatement. Et c'est l'erreur à ne pas faire. C'est-à-dire que là, il ne faut pas du tout interpréter. Il faut reformuler peut-être, comme les autres cas dans les rêves. Il y a et puis même avec Natacha, dans les jeux aussi des jeux d'inversion de rôle, il y avait des choses où elle me faisait, il y avait des choses qui pouvaient être interprétées d'une manière très classique. Mais là aussi, il fallait surtout ne pas interpréter, parce qu'on n'en est pas là encore. On est dans un travail où, dans un premier temps, je crois que ce qu'on recherche, premièrement, c'est une interaction. Une interaction dans la relation. C'est vraiment une thérapie de la relation. Et il faut l'avoir. Donc, une relation, et là, on est en présence d'une relation dans la non-relation. Donc, comment créer quelque chose ? Il faut qu'on amorce quelque chose qui soit interactif. Et à partir de cet interactif, on va passer dans l'intersubjectivité, où on va commencer à jouer le double. C'est l'intersubjectivité se joue dans ce double qui a un même et qui peut être petit à petit différencié. On voit très bien chez Noé comment, à travers le pareil, il
faut d'abord qu'il y ait du pareil, Oui. et petit à petit, on pourra se différencier l'un de l'autre. Voilà, et donc ça c'est les temps indispensables. C'est pour ça que je dis, ça c'est par rapport à ces théories winnicottiennes ou des théories psychanalytiques classiques où on travaille sur une métapsychologie de l'absence, comme si tout était... Mais pour en arriver à l'absence, il faut d'abord qu'on ait bien investi la présence de l'autre. Et on voit bien que chez ces sujets, ce qui pose problème, dans un premier temps, c'est la présence de l'autre. Et que ce soit des adultes d'ailleurs, où on peut être aussi emprisonné ou pris comme ça par un discours répétitif de séance en séance où ils décrivent avec minutie ce qu'ils font dans la journée. Là aussi, pour Noé, on pouvait avoir l'impression que c'était formidable. Il décrivait avec une précision les bateaux et tout, mais au bout d'un moment, c'était insupportable. Et puis, il ne se passait rien. Il n'y avait rien qui pouvait se passer. Donc, c'est pour ça que je dis que là, à ce moment-là, l'appareil de langage devient un appareil d'action. Non pas pour se représenter, non pas pour échanger, mais pour essayer de capter l'autre et de le maîtriser un petit peu. Oui, parce que vous avez fini par avoir un langage en commun, là. Oui, et puis c'est ce qu'on retrouve chez beaucoup d'enfants actuels qu'on rencontre, qui sont réputés hyperactifs, qui sont réputés... maintenant, on a des nouveaux sigles qui sont des TOP, par exemple, troubles oppositionnels et de provocation. Lui, c'est un enfant que j'ai vu il y a plusieurs années, lui. Donc, actuellement, ils sont assez étiquetés dans ce registre-là. C'est des enfants avec lesquels, effectivement, il faut être patient et ce premier temps est indispensable. L'incidence sur le strabisme opéré, oui. C'est-à-dire une fois qu'il y avait eu l'opération... Mais qui n'a pas fonctionné. Ah, qui n'a pas fonctionné, d'accord. Oui, donc oui. Il est resté ça strabique. Aussi, Sami Ali dit que... Voilà, il est resté strabique, alors. Non, il n'est pas resté. Avec la avec thérapie... La thérapie, ça alternait ou ça c'était... Petit à petit, c'est revenu à la normale. C'est revenu, oui. D'accord. Ce que décrit beaucoup Sylvie Cady par rapport à la vision binoculaire et des thérapies qui peuvent justement aider, qui agissent sur le physiologique. Là. Oui, c'est intéressant ça. Ouais. Donc lui, c'est un énorme strabisme parce qu'effectivement, divergent, parce qu'il était obligé vraiment, il regardait du coin de l'œil comme ça. Et donc c'est à partir du moment où il commence à regarder mon visage, là aussi il y a tout un jeu de début de représentation où il dessine ce bateau, où il se dessine dessus lui, il fait le lien avec la barbe, il se dessine avec une barbe, en me regardant, en voyant que j'ai plus la barbe, et en pensant à son père qui avait aussi de temps en temps la barbe, une barbe naissante. C'est vrai que là le regard se met à être actif. Oui. Prenant le relais de la vision. C'est à ce moment-là aussi que je commence à me rendre compte que je ne sais rien de son histoire, de ce qu'il peut me raconter, comme peuvent raconter des enfants, ce qu'ils font, et petit à petit, je commence à le voir dans son milieu. Je commence à décrire son milieu, je commence à voir dans quel... Là aussi, ça doit se faire à travers... il me demande, moi, où j'habite, de dessiner ma maison et pour que lui dessine la sienne. Puis on voit les similitudes, les différences, mais ça peut se passer que par ce travail-là. Et ce passage-là où la mère était rejetée ou refusée, ou en fait sur lequel il avait là comme ça la possibilité au fond de lui en vouloir de l'absence ou de la présence, mais en même temps, il y a comme l'idée que elle est devenue l'étrangère à un certain moment. C'est-à-dire c'est comme si les pions s'étaient déplacés. Oui, oui. Un peu. Ça, c'est quelque chose que la mère a toléré. Parce qu'à un moment, tu dis pourquoi elle est venue, elle vient l'enlever, le séparer, enfin bref, comment la mère l'a vécu correctement ça, sans qu'elle soit prise en charge, elle. Elle n'était pas prise en charge, elle. Non, elle n'était pas prise en charge. Elle était vue comme dans les CMP par un médecin. Oui. Donc il y avait quand même un travail qui a été fait avec elle. Oui. D'accord. S'il y a des questions. Une petite question de précision, son prénom
c'est noué. Oui. Ça pourrait être noué. Oui, ces vignettes cliniques sont intéressantes, elles sont démonstratives. Même la première là, avec le vertige, qui est beaucoup plus simple, mais qui est plus démonstrative. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que le fait d'avoir avec ce jeune homme laissé s'installer cette non-différenciation, comme ça, dans la thérapie, on l'a laissé être, ça a permis après de justement, en la laissant, de ne pas tout de suite l'attaquer. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait la laisser exister pour après, Oui, c'était. essayer de la critiquer. Oui, ce qui a fait que ça a pu qu'il a pu m'apprivoiser. Que je ne devenais plus un objet persécuteur, un objet dangereux, et qu'il a pu sentir que je n'étais pas dangereux pour lui. Et que surtout que je n'étais pas détruit. Là, c'est par rapport à Winnicott que je tentais de. C'est un travail sur la destructivité, mais en même temps, moi, je restais toujours vivant quand même, avec tout. Mais c'est important quand même de respecter la régression. Hein. C'est là où on s'aperçoit que c'est très important de respecter la régression. Et de partir de là, c'est-à-dire de revenir en arrière pour repartir, en fait. Oui. Parce que certainement, il ne trouvait pas, je dirais, dans la réalité. Parce que souvent, ces enfants comme ça, hyperactifs, les pressent encore plus. On leur demande d'être adaptés. On leur demande de s'adapter encore plus. Sinon, on a des activités hyperactives, on lui demandait d'être encore plus. Donc la place pour la relation, elle est encore moins présente. C'est-à-dire qu'on devient surmoi corporel à ce moment-là. On lui dit ce qu'il faut. Et là, ces enfants-là, paradoxalement, ils peuvent obéir. À ce moment-là, ils font ce qu'on leur demande. Parce qu'ils sont commandés par l'extérieur, mais ça ne change rien par rapport à leur identité, par rapport à leur comportement aussi, mais à l'intérieur de la séance, ils peuvent suivre exactement ce qu'on leur demande. Dans des rééducations classiques, neuropsychologiques ou des... Ça marche. En général, les enfants, justement, ces enfants-là n'ont pas conscience de leur activité. C'est uniquement, ils se plaignent petit à petit, ils se sentent persécutés par l'extérieur, qui disent, ils ne comprennent pas. C'est à partir du moment où ils se rendent compte, effectivement, de leur besoin d'activité que des choses peuvent bouger. Mais il n'y a aucune conscience de... Oui, parce qu'il n'y a pas de conscience. Oui. Il n'y a pas de conscience, donc il n'y a pas de repère. Pas une conscience de leur corps propre. Il y a une... Mais vous avez parlé au début d'une sorte de surprésence du corps, de sensation proprioceptive C'est ce corps réel prend beaucoup d'importance, oui, mais c'est pas une conscience, ce corps-là. Moi, Samiani, quand j'étais psychomotricien, les premiers écrits que j'ai pu faire, on parlait de travailler sur le corps. Et il me disait, mais vous, en psychomotricité, vous ne travaillez pas sur le corps, vous travaillez sur l'absence du corps. Donc, c'est la manière toujours de... Mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est du corps tel que Samiali peut l'entendre, c'est-à-dire un corps qui a un lien avec l'imaginaire. Qui participe à structurer la conscience, à organiser la conscience, à symboliser la conscience également. Très important ça. Après, la difficulté peut-être qu'on peut rencontrer, c'est quand justement si l'enfant est facilement, il peut rentrer dans un surmoi corporel une demande, c'est-à-dire qu'il y a l'attitude parentale qui est surmoi corporel. Et que ça vient bloquer le travail aussi
de nouveau les consignes, fais comme ci, fais comme ça, mets ton manteau, et l'enfant se retrouve pris dans... Alors, il y a eu un espace dans lequel on tente quelque chose de différent, et il est repris. Alors bon, c'est vrai que c'est dans le temps que ça nous permet oui, la difficulté, d'avoir un autre vécu, mais c'est... La difficulté, c'est que avec ces enfants-là, là ça a fonctionné, mais actuellement, on est dans l'urgence. C'est-à-dire qu'on rencontre effectivement des parents en difficulté qui ne savent plus trop comment faire. Et en plus, à l'école, on leur dit qu'il faut absolument que ça cesse. On les soupçonne qu'ils manquent d'autorité, que c'est leur éducation qui est défaillante. Ils se sentent gênés, ils ont du mal à inviter même des amis parce que ça devient, il y a un regard, même la famille, tout ça, donc ils sont petit à petit, ils sont coincés et donc eux voudraient que ça bouge rapidement et c'est des thérapies justement où ça ne peut pas bouger rapidement et même quelquefois le début de la thérapie accentue le symptôme. Oui. C'est-à-dire que, parce que justement, c'est une manière de réagir, c'est une manière de se défendre. Donc, faut vraiment qu'il y ait un travail fait avec les parents, et puis c'est vraiment un soutien aussi. Mais je suis d'accord, c'est pas simple si on peut pas. C'est pas une thérapie qui peut se faire avec l'enfant seul comme ça. Moi, j'avais un enfant un petit peu qui ressemble à Noé. Et j'ai fait le point récemment avec ses parents, donc ils sont venus tous les trois. Et les deux parents parlaient de lui, et l'enfant il est venu à côté de moi voir ses deux parents. C'était assez amusant parce qu'il est venu à côté de moi pour les écouter puis pour les voir. C'était assez étonnant. Oui, c'est là où il utilise la projection avec un support réel qui est le thérapeute. C'est-à-dire, il cède des deux, là, dans cette idée. Oui. C'est ça, parce qu'au fond, c'est un peu... ça revient à résumer les choses comme ça. C'est-à-dire que la question, c'est le corps. Enfin, oui, c'est le corps. C'est-à-dire, le point d'origine fait défaut. C'est-à-dire, l'élément réel. Voilà. Donc, les projections tout azimut. Désordonnées totalement. Alors, c'est... Comme le bateau, il fallait le ramener à un port d'attache. Il n'a peut-être pas choisi le bateau comme ça pour rien non plus. Surtout qu'il y avait le bateau sur le toit du père et c'était voué à disparaître, mais à se perdre. Et c'est ça. Il était doublement perdu. Oui. Ouais. Quelque chose que j'aimerais peut-être éclaircir, c'est que vous avez parlé à un moment comme si le discours incessant à propos du bateau, les descriptions, tout ça, ça attaquait, c'était une tentative de s'incorporer l'autre ou de se l'adjoindre ou de lui bloquer sa pensée. Et vous avez parlé de médium malléable, de rester vivant et créatif face à ça. Oui. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus Oui, cette notion de médium malléable, c'est une notion développée par Roussillon qui me paraît intéressante justement. Et je pense que c'est le thérapeute qui est le médium malléable. C'est au sens de... Il donne l'exemple de la pâte à modeler. C'est-à-dire, la pâte à modeler, c'est quelque chose de malléable, mais quelque chose d'indestructible et qui peut prendre des formes différentes. On peut détruire, puis de nouveau on fait une forme. Et le thérapeute doit avoir cette position. Après, justement, le paradoxe, c'est que, c'est peut-être pas par hasard qu'on s'est rencontrés, c'est que moi j'étais intéressé, puisque j'avais un voilier à ce moment-là, et donc j'étais intéressé. C'est pas un sujet qui me désintéressait, mais c'est le flot de ses paroles, c'est la manière, c'est ce que je disais, c'est le langage lui-même qui devenait une action, et c'est ça qui il y avait pas, et puis il n'y avait pas d'échange. Si on avait pu échanger sur ce qu'il pouvait me dire, il me disait sans dire, on perd du temps avec tes questions. J'ai bien essayé de questionner, parce que là j'aurais pu rentrer avec lui dans mais
malgré le fait que j'avais des connaissances, moi aussi, là-dessus, il ne me laissait pas rentrer. On perdait du temps. Oui, on perdait du temps. S'il y avait autre chose, il fallait m'immobiliser. Il fallait me... Dans la théorie de Winnicott, avant le trouver créé, il y a ce travail aussi sur le détruit, Oui. de destruction, mais pour aussi créer après, oui. Créer quelque chose à soi. Et pour créer quelque chose à soi, il faut que l'autre ne soit pas détruit. Et je pense que c'est ce qu'il ne pouvait peut-être pas faire avec cette mère qui était détruite, elle, réellement, par la mort de ce peuple, et puis par rapport à d'autres choses de son histoire à elle aussi. C'est ça, parce qu'elle devait être dépressive, Oui, c'est pour ça qu'il a été un peu largué comme ça. Oui. Oui, parce que là, il ne pouvait pas, effectivement, comme tu le dis, retrouver ce rapport d'indistinction. Il ne pouvait plus le retrouver. Et donc, forcément... J'assimilerais ce trouver créé à ça, un peu, à ce rapport d'indistinction. Oui. Oui. Bon, je crois qu'il avait le trouvé détruit aussi. Hein. Oui. Je pensais juste aussi à la remarque de Sami Ali, justement, que cet enfant n'avait pas de corps. Et finalement, ça pourrait se rejoindre avec la question de la temporalité, comme si ce à quoi on n'a pas pu laisser le temps à cet enfant d'avoir un temps pour un corps et seulement un corps, de pouvoir prendre ce temps. Tout à fait. Que ça puisse être lié à l'amour. Plus loin, dans ce cas, justement, je fais référence à un autre grand psychosomaticien, c'est Jean-Marie Gaultier, qui a beaucoup travaillé sur la temporalité. Et là, effectivement, c'est une temporalité figée. La thérapie permet de remettre en route une temporalité. Les choses étaient complètement figées et il n'existait qu'à travers le temps de l'autre. Mais lui n'avait pas de temporalité, n'avait pas d'histoire. C'est un enfant sans histoire au départ. On retrouve peut-être l'histoire du temps qui s'est arrêté pour son père et quelque chose qui bloque sa temporalité à lui. Mais qui était déjà aussi... Puisque la mère insiste beaucoup, elle dire que il y avait déjà les problèmes avant la mort du père. Donc c'est sûrement qu'il y a un trauma cumulatif, quelque chose qui s'est accentué là. Les choses se jouent avec le strabisme, hein. De toute façon, je pense très très tôt. Oui. C'est très très tôt. Donc ces notions effectivement d'espace et de temps, ça va avec. Hein. Oui. Ça c'est entraîné avec, même c'est à l'origine. Et la mère a dû arrêter de l'allaiter parce qu'elle avait des crises d'asthme. Voilà. C'est vrai qu'on a oublié ça. Ouais. Qu'est-ce que ça peut signifier, le strabisme qui se met en place chez l'enfant, qui ne peut pas fixer son regard sur l'autre? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, c'est cette vision binoculaire qui ne peut pas se mettre en place parce que la relation, effectivement, avec la mère n'est pas constante, n'est pas équilibrée, n'est pas toujours à la même distance. Alors, effectivement, là, il y a quelque chose autour de l'accession au visage qui va faire problème, qui va faire défaut. Parce qu'à la naissance, l'enfant est divergent. C'est petit à petit qu'il va essayer de passer de la périphérie au centre. Et le centre, il va être organisé par ce que les neurobiologistes appellent les attracteurs, les déterminants attractifs, c'est-à-dire les yeux, la lumière surtout. Parce que c'est un peu ça au départ, hein, la vision de l'enfant, c'est l'ombre ou la lumière, voilà, avant qu'il rentre dans la discrimination ou la distinction. Donc les yeux vont permettre à l'enfant justement de passer de la périphérie au centre et vont trouver les yeux de la mère. À ce moment-là va se mettre en place la vision binoculaire. Ça veut dire que les deux images vont coïncider sur le lobe occipital. Voilà. Parce que sinon, si un œil part d'un côté et un œil reste comme ça, ou un œil part de l'autre côté, on va avoir deux images sur le lobe occipital. Et le fait est, c'est qu'il va devoir priver un œil
et le fait de priver un œil, c'est ça, ça va maintenir la divergence, et la particularité de ça, en plus, c'est que ça rapproche l'image. Donc on voit que le processus de séparation, il est problématique à partir de cette difficulté de la mise en place de la vision binoculaire, donc de la possibilité effectivement, parce que quand il y a la vision binoculaire, l'objet, on peut avoir la perspective. C'est-à-dire quand vous êtes convergent ou divergent, vous n'avez plus de perspective. Vous vous approchez ou vous éloignez les choses. Mais vous n'avez pas de perspective. La vision binoculaire, ça permet d'avoir la profondeur. Donc du coup, l'enfant, qui est la mère, en attendant qu'il fasse la différence, il devient, je dirais lui-même, la possibilité de se mettre à l'extérieur de lui-même. C'est-à-dire de projeter l'objet. Donc c'est un premier processus de séparation, avec lui-même et avec la mère en même temps, qui est lui-même. Voilà. Et c'est petit à petit qu'il va effectivement procéder de cette notion d'activité-passivité, justement, avec la question des yeux également. Voilà, et ça va être repris, je dirais, par l'ensemble. Tout ça va être médiatisé en même temps par d'autres fonctions corporelles, comme Maurice l'a dit, le langage, le langage maternel, la réalité du corps et l'affect surtout. Donc, cette circularité affective qui permet la mise en place du visage, en tant qu'au départ, il y a un visage pour deux, qui va permettre la mise en place de la vision binoculaire. C'est pour ça que les enfants abandonnés, ou les enfants, je dirais, souvent psychotiques, autistes, dans les orphelinats, etc., ils ont toujours des problèmes de binoculaire, enfin, de la vision binoculaire, quoi. Il y a toujours des yeux qui vont à droite à gauche. Alors, c'est pas obligatoire non plus, mais ça fait partie, en tout cas, de... Enfin, thérapeutique, comme vous faites là, le regard peut se fixer. Alors, c'est intéressant ce qu'a proposé Maurice, tu peux répondre d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'au fond, en réhabilitant, je dirais, à travers la relation qu'il a menée, le Srabi s'est arrangé. Et d'ailleurs, on voit très bien... Quand il a pu rentrer dans l'idée de... Voilà, ça se manifeste de manière... un visage, tout ça, c'est... Quand il nous dit, quand sa vision devient normale, il me demande s'il dessine le bateau de face ou de profil. Oui. C'est la première fois qu'il y a le tridimensionnel qui apparaît. Oui. Jusqu'à présent, c'était toujours des bateaux vus comme ça de face, oui. Bidimensionnels. Là, la tridimensionnalité apparaît. Donc, j'apparais et la tridimensionnalité apparaît aussi. Voilà. Donc, ça se manifeste vraiment là, ça se voit dans un dessin. Vous voyez, c'est une preuve par le... Oui, c'est déjà une première mise à distance. Oui. Voilà. Après, il va y avoir d'autres éléments qui vont favoriser la différenciation, etc. Et je pense qu'effectivement, cette tiercéité avec la mère, toi, la mère, enfin, il y avait aussi cette idée que c'était interchangeable au début, puis après plus du tout. C'est intéressant, ça. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est par rapport à Sami Ali, c'est la théorie du visage. Là, oui, c'est ça. Et ça rejoint toutes ces études actuelles sur le bébé, et ce que j'ai décrit par rapport aux échanges imitatifs qu'on peut retrouver chez Nadel. Et puis c'est aussi, je vous recommande un livre qui s'appelle Le monde des bébés de Rocha. C'est un psychologue du développement qui travaille aux États-Unis, qui est d'origine suisse, et qui décrit tous ces moments-là d'échanges, des premiers échanges entre le bébé et sa mère. Il s'appelle comment? De Rocha? Non, Rocha. Rocha. Oui. R-O-C-H-A. T. Le monde des bébés. Dans une thérapeutique avec des sujets plus âgés, oui. Il peut y avoir des modifications, mais aussi du somatique, comme ça. Oui, aussi. Oui. Ça devient plus rigide aussi après, ça prend plus de temps. Parce que là un an, vous dites, ça dure un an ou plus, la prise en charge? Ça a duré plus. Ça a duré presque un an, cette partie dont je vous ai décrit. Oui. Ce qui est relativement rapide, que je trouve. Oui, non, pas pour moi, c'était... Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent on dit, voilà, en 6 mois, on règle. Ouais. Mais je veux dire, avec un sujet plus âgé, est-ce que ça prendrait aussi peu de temps, ou est-ce que ça pourrait avoir peut-être chacun différent, mais... Oui, c'est difficile.
Oui, on ne peut pas Ça trop... dépend de beaucoup de choses. Oui, ça dépend de beaucoup d'éléments, oui. Parce qu'on peut aussi être dans des impasses, c'est pour ça que j'appelle ça des... C'est ça dépend de la clinique. Hein. Oui, on peut être nous-mêmes. Là, c'est des cas qui réussissent, on pourrait dire entre guillemets, mais il y a des cas aussi où on peut échouer. Bien sûr. Là, c'est un cas où j'étais aussi en supervision à ce moment-là, mais j'étais en supervision avec des psys classiques et je me faisais bien incendier parce que justement, je ne faisais pas ce qu'il fallait. Et pourquoi je n'avais pas interprété ce qui a été dit ou ce qui est... Ouais. Et puis il y a tout aujourd'hui, autour de ces enfants, quand on essaye de les faire bouger, et en même temps autour d'eux, il y a tout un système pour peu qu'ils aient à l'école une ABS, des mesures qui sont prévues, prolongées de 6 mois en 6 mois. C'est-à-dire qu'on sait que dans 6 mois, ils auront la mesure attribuée, donc l'ABS, donc on dirait, mais comment ils peuvent changer si dans 6 mois, on sait déjà que de toute façon, ce sera le même système. Et on se retrouve dans des situations parfois assez... alors en même temps, on dirait qu'il faut qu'administrativement ce soit prévu à temps, ça se comprend, ça se conçoit. Et puis en même temps, voilà, on voudrait qu'il change, mais s'il change et qu'il a quand même son ABS, ça ne sert à rien qu'il change, puisqu'il a l'ABS. Ça ne veut plus rien dire. On se retrouve... c'est difficile hein, de faire entendre la question de l'évolution, parce que le système est quadrillé comme ça. La temporalité de l'enfant aussi, elle est rythmée par ça, par ces mesures qui sont prolongées, signées à l'avance. En mai, on décide de l'année qui suivra. Et le psychiatre il signe, et en même temps on fait la thérapie pour qu'il change. Enfin, c'est difficile, hein, dans quoi on les place. Pas d'autres questions? Bien, merci. La semaine prochaine, ce sera la thérapie familiale avec Reynaldo Gregorio. C'est la semaine prochaine, je pense. Hein. Voilà. Et puis, bon, il ne reste que 2 séances. Donc, Gregorio qui viendra la semaine prochaine parler de thérapie familiale. Enfin, on n'a pas encore son titre ni son thème. Et puis, moi qui terminerai, je crois que c'est le 15 mai. Voilà. Merci, à la semaine prochaine.